Alors, chers amis agiles, installez-vous confortablement pour notre dernière conférencière de la journée, toute souriante, qui a très hâte de vous livrer sa conférence. C'est la chef produit numérique chez Alloprof. C'est une fan d'agilité. Elle baigne dans l'agilité depuis 10 ans, donc elle adore ça et elle va vous transmettre sa passion. Qu'est-ce qu'un plan produit? Comment l'utiliser pour instaurer un engagement commun dans le cadre de l'agilité organisationnelle? Je vous invite à accueillir Jessica Egan, s'il vous plaît. Go! Oh, je pense que ça marche. OK, je vais continuer comme ça. Alors, bon après-midi tout le monde. J'espère que vous allez bien. Est-ce que votre première journée se passe bien? Je vais le recommencer. Je vous donne une deuxième chance. Est-ce que votre première journée se passe bien? C'était mieux, c'était mieux. Alors, je vais setter mon timer. Je suis une mère aguerrie. J'ai toujours un timer pas loin. Et je passe. Alors, avant de commencer, je voudrais peut-être voir dans la salle qui ça fait 5 ans qui est en agilité et moins. Mettons, levez la main. OK. Qui ça fait plus autour comme 5 à 10 ans? Qui ça fait plus que 10 ans? OK. Qui ça fait plus que 20 ans? Ah, ben c'est correct, je ne suis pas trop intimidée. Ça va être beau, là, il n'y en a pas trop. Je vais vous parler aujourd'hui de plans de produits. Je vais me présenter. Je suis Jessica. J'ai commencé mon parcours en sciences. Après ça, j'ai fait de la gestion de projet. Et rapidement, je me suis mis à faire de l'agilité. Parce qu'en réalité, j'étais product owner sans savoir que ça s'appelait comme ça. Je n'étais pas gestionnaire de projet tant que ça. Alors, au cours de mes dernières dizaines d'années, ça m'est arrivé de devoir faire des plans de produits. Puis quand je suis partie de zéro, la première fois, je me suis posé bien des questions. Je me suis dit, oh, mais comment je vais faire ça? Alors aujourd'hui, je vais vous partager mes apprentissages, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant, les pièges dans lesquels je suis tombée, et je vais essayer de vous les éviter. Fait que c'est pas nécessairement une science là, précise. Ça se pourrait que dans vos organisations, ce soit différent, mais j'espère que je vais vous donner une couple d'idées. Alors, on part ça. On va commencer par définir ce qu'est un plan de produit, vite. Ensuite, on va s'étendre un petit peu sur les ingrédients nécessaires à avoir un plan de produit efficace et utile pour aller vers des exemples. Là, je vous avertis, pour moi, le contenant d'un plan de produit n'est pas la clé de la chose, c'est le contenu. Donc, que ce soit une page Confluence, dans un tableau 3 colonnes avec l'information ou que ce soit un beau PowerPoint avec plein de couleurs animation, c'est ce qui est à l'intérieur qui est important, c'est pas sur quoi il vit. Fait qu'on va regarder des exemples, mais vous allez le voir, je me concentre beaucoup sur ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, pour moi, un plan de produit, c'est avant tout un outil de communication. En agilité, on le dit, communication over documentation. Vous avez un 8,5 11 en avant de vous, puis vous parlez avec vos parties prenantes, avec ce support-là. C'est pas 45 pages dans un document Confluence là, ou un Word, dépendamment de ce que vous utilisez comme support, qui va vous aider à avoir une conversation avec vos parties prenantes. Un plan de produit, ça aide à communiquer avec vos collègues, avec vos équipes, avec vos clients, avec vos directeurs, avec tout le monde. Fait que c'est un outil de communication. Il va vous aider à orienter aussi vos équipes, en même temps qu'orienter les conversations que vous avez avec vos parties prenantes. Ça peut être un pas pire outil de négociation, by the way. Quand les gens arrivent avec des bonnes idées, que vous essayez de placer ça, là, reconcentrer vers le plan de produit vos conversations va être très, très, très pratique. Puis ici, peut-être pas très gros, là, mais on a la loupe de développer, mesurer, apprendre, puis on réinvestit tout ça. Bien, le plan de produit doit aussi être évolutif. Ce n'est pas un document statique que vous révisez une fois par année. C'est plus un document que vous révisez comme à toutes les sprints. Est-ce qu'on fait encore la bonne chose? On s'enligne encore à la bonne place? Personnellement, je l'inclus dans toutes les revues de sprint que je fais et je dis à tous mes gens de l'impliquer aussi, le plan de produit, dans toutes les revues de sprint.
Fait qu'à ce moment-là, vous êtes avec vos parties prenantes, puis on dit « By the way, on se rappelle, c'est ça le plan, c'est là qu'on s'en va, ça fait du sens, il n'y a pas eu de changement. » Fait que tout le monde a la même information de manière récurrente. Aussi, pour moi, un plan de produit, c'est beaucoup du pourquoi, pas tant du quoi. Je pense que tout le monde, on a dû commencer en faisant ça. La liste des features. Une belle liste d'épicerie. OK, on va faire un favori. Après ça, on va rendre ça disponible. On va mettre telle affaire. On va livrer ça. Quand vous faites une liste d'épicerie avec vos quoi, vous n'êtes plus capable de pivoter. Ou vous êtes capable de le faire avec bien de la négociation avec vos parties prenantes. Fait que quand vous écrivez votre plan de produit, posez-vous toujours la question « Pourquoi? » Pourquoi on veut faire cette feature-là? Ah, mais c'est ça la raison, alors écrivons la raison plutôt que le feature. Parce que ça va vous donner l'opportunité de pivoter, de changer d'idée. Ça donne de l'autonomie à vos équipes. Autonomie, c'est un mot-clé en agilité. Vos équipes vont pouvoir déterminer la solution pour répondre à pourquoi. Plutôt que quoi? Excusez, je ne suis pas habituée avec un micro. Un autre élément que je trouve important de souligner quand on parle de plan de produit, c'est que chacune de vos organisations, théoriquement, a un plan stratégique. Si vous ne savez pas de quoi je parle, demandez-le. Okay? C'est bien important. C'est quoi les orientations de votre organisation? C'est quoi leur objectif? C'est quoi la vision? C'est quoi la mission? Puis quand vous avez ces informations-là, c'est un intrant, c'est une base d'informations pour vos plans de produits. Puis ça va vous permettre d'aller chercher aussi l'oreille de vos parties prenantes, de vos gestionnaires ou des personnes qui vont vous allouer les budgets. Si vous êtes super bien aligné avec le plan stratégique dans votre produit, bien évidemment, si vous avez plus d'impact sur leur objectif, théoriquement, vous devriez avoir plus de budget. Donc, quand vous réfléchissez votre plan de produit, voyez à ce que votre plan de produit soit aussi votre plan stratégique de produit, puis qu'il soit bien aligné avec le plan stratégique de l'organisation. Vous allez voir, ça fait une méchante différence dans les conversations. Je ramène ici peut-être quelque chose que vous avez déjà vu. Je ne suis pas l'auteur de ces dessins. Mais le plan de produit va être aussi très utile pour chaque posture de PO. Qu'on parle du visionnaire qui va avoir besoin d'exprimer sa vision, où est-ce qu'il s'en va, que ce soit le preneur de décision qui doit être en train de parler avec les parties prenantes, puis là, il dit non, là, il faut que je prenne cette décision-là. Regardez mon plan de produit, c'est cohérent avec mon plan de produit, la décision. Fait que chaque posture du product owner, du gestionnaire de produit, va pouvoir utiliser dans sa posture le plan de produit s'il est bien construit. Attention, il faut qu'il soit bien construit. On va passer aux ingrédients. J'invente rien. J'ai fait bien des lectures. D'ailleurs, à la fin, je vais vous donner 3 références. Il y en a une que c'est quasiment intégral, ça. Okay? Puis franchement, dans tout ce que j'ai fait comme écoute, lecture, conférences auxquelles j'ai assisté, c'est ce que j'ai trouvé qui étaient les 5 éléments clés d'un bon plan de produit. On va les passer un par un, ensemble. La vision. Une vision, c'est un énoncé idéalement court, pour que tout le monde soit capable de le dire, qui va un petit peu expliquer comment votre produit va être une fois qu'il a fait toute la job qu'il avait à faire. Une fois qu'il a atteint son plein potentiel, ça va ressembler à quoi, votre produit? Fait que c'est évidemment inspirationnel, c'est ambitieux, c'est quelque chose qui va devoir être partagé avec tout le monde. Je vous l'ai dit tantôt, à chaque revue de sprint, tout le monde qui vient voit ma vision. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas qu'elle est là. Je la dis. Fait que c'est quelque chose qui est partagé puis qui est compris. Mettons, vous me dites, OK, parfait, on va faire une vision, ça fait du sens. Gardez en tête qu'elle doit rester relativement flexible puis vous permettre de changer d'orientation. Pourquoi? Parce que votre vision est supposée être haut niveau. Vous n'êtes pas supposé mettre de comment nécessairement ou de détails. Vous dites où est-ce que vous voulez aller, mais vous ne dites pas encore comment vous voulez y aller. C'est bien important. Fait que gardez la possibilité de pivoter. On se rappelle, quand ChatGPT est sorti, moi, avoir été un employé de Google, là, j'ai comme commencé à pivoter. Hein? Je me suis dit, il va falloir sortir ce produit-là plus tôt. Il va falloir rattraper le marché. Donc, si le plan de produit est trop rigide, ça ne pourra pas arriver. Mettons que vous ne savez pas de où partir. Là, je vous l'ai mis en anglais. C'est une espèce de manière de starter
OK? Vous allez la trouver dans plein d'articles, plein de références. Ça peut être un bon moyen de commencer. Trouver la réponse à ces questions-là. Je fais mon produit pour qui? Je réponds à quel besoin? Quelle est ma valeur unique dans mon produit? Puis ça va vous donner vos éléments de départ. Là, je viens de parler de ChatGPT. Si vous avez la réponse à toutes ces questions-là, bien, rentrez ça après ça dans ChatGPT, puis ça va vous donner plein de suggestions de vision. Puis là, rajoutez comme prompt qu'il faut que ce soit inspirant puis ambitieux, puis là, vous allez avoir des super belles suggestions. Vous n'avez même plus besoin d'être créatif. Donc, la vision, c'est un élément intéressant d'utiliser aussi les outils technologiques disponibles pour être créatif. Quand j'ai commencé à beaucoup réfléchir au produit, je me suis demandé c'était quoi la différence entre mission et vision. Fait que je me dis que vous n'êtes peut-être pas la seule. Puis en même temps, je vais tester avec vous si vous avez bien écouté ce qu'est une vision. Okay? Fait qu'une mission, c'est stable généralement dans le temps, puis c'est au niveau de l'organisation. Une vision, c'est où est-ce que vous voulez aller, puis elle peut changer dans le temps. Idéalement, pas tous les sprints, là. Je vous trouve un peu girouette, c'est ce qui se passe. Fait qu'on va en lire ensemble. Vous allez prendre la main de votre choix, la lever, faire un V pour vision ou un peace and love. Hey, let's go. Levez votre main. Puis là, on va lire ensemble. Vous allez mettre la main dans la direction d'où se trouve la vision. Fait que Google, petite organisation, est-ce qu'on organise l'information, j'étais à l'envers là, un peu. Organiser l'information à l'échelle mondiale, est-ce que c'est la vision? Ou c'est fournir un accès à l'information mondiale en un seul clic? Fait que, placez vos bras. Alors, la bonne réponse... Ah, regardez donc ça, il y a un petit mauvais alignement. Excusez. Alors, la vision, c'est la fournir en un seul clic. Donc, on veut organiser l'information mondialement. Comment? En un seul clic. C'est le petit truc, mettons, dans celle-là pour le trouver, c'est quoi la vision. Je fais des mini-feedbacks, je ne sais pas si je dois reculer ou avancer. Je vais faire des ajustements. Netflix, une autre petite compagnie. Donc, ressortez votre bras. Est-ce que c'est divertir le monde, ou devenir le meilleur service global de distribution et de divertissement? Attention, c'est bon? Votre vote est fixe. Alors, la vision, c'est devenir. Devenir est le mot-clé. La mission, c'est divertir le monde, puis on peut le faire de plein de manières différentes. Fait que c'est des petits exemples pour vous aider à voir la différence entre les deux. Excusez, l'avantage du micro à main, c'est que je ne vous ai pas toussé dans les oreilles. C'est ce qui couvre la vision. On se dirigerait vers les objectifs. Alors, un objectif, c'est qu'est-ce que vous devez faire pour atteindre votre vision? C'est un petit peu le résultat que l'organisation peut s'attendre d'observer au fur et à mesure que vous vous alignez avec votre vision. Là, on ne fera pas un cours sur le « c'est quoi SMART ». Je vous l'ai écrit là. OK? Si vous voulez aller plus d'informations, allez-y. Mais c'est vraiment important qu'il soit SMART, qu'il soit mesurable. Parce que s'il n'est pas mesurable, vous ne serez pas capable de savoir à quel moment vous avez atteint ce qui était atteignable. Je vais m'expliquer. Quand vous donnez un objectif, OK, on va dire, on va aller chercher 98 % du marché. Puis là, ça, c'est votre objectif. Puis là, bien, vous travaillez là-dedans. Puis là, bien, les mois passent. Puis là, à un moment donné, vous dites, OK, on est passé de 80 à 95, ça a coûté 10 millions. Puis aller chercher les petits derniers pourcentages qui me restent, ça m'en coûterait 100 fois plus. Peut-être que vous allez vous dire, c'est assez, on va s'arrêter à 95 au lieu d'aller à 98, mettons. Fait que si vous ne mesurez pas, bien, vous ne serez pas capable de savoir quand vous arrêtez. Parce qu'un objectif, à un moment donné, ça se peut qu'il soit atteint avant le chiffre aussi. Vu qu'il est aspirationnel des fois, puis qu'il faut qu'il soit ambitieux, bien, il faut faire attention à vos objectifs, allez bien les mesurer. Je vous apporte ici la notion OKR, KPI. Je ne m'étendrai pas en long et en large. Je suis plus une fan d'OKR. Je suis une femme, oui. Mais je suis plus fan d'OKR parce que ça met votre objectif en même temps que comment vous allez le mesurer. Mais c'est quand même important de garder en tête les KPI ou les indicateurs clés de performance. Excusez, je lis en anglais, fait que là, à un moment donné, je mets tous les termes dans les langues possibles là, pour être sûr que tout le monde comprend. Mais le KPI est quand même important, mais il n'est pas obligé d'être dans votre plan de produit. Fait que si, par exemple, moi, je demeure à Montréal, même si je suis de Québec, moi, je retourne à la maison pour jeudi, puis mon objectif, c'est d'arriver avant 9 h le soir. Donc,
J'ai des indicateurs clés, par contre, à suivre. À quelle vitesse je vais rouler? Est-ce que je vais faire des arrêts? Mon niveau d'essence? Fait que c'est des éléments à considérer qui sont importants que je mesure pour atteindre mon objectif, mais je ne suis pas obligée de mettre dans mon objectif que je veux maintenir une vitesse de 118 km/h pour arriver à la maison jeudi à 9 h en m'assurant que je ne manquerai pas d'essence. Vous voyez que ça commence à être un petit peu trop long. Fait que les KPI, gardez-les ailleurs, c'est important, mais dans votre plan de produit, assurez-vous que vous êtes plus au niveau OKR. Pour les objectifs, j'ai 2 dernières petites choses que j'aimerais vous apporter comme information. Le premier, c'est le nombre d'objectifs. Moi, je prône le moins que le plus. C'est sûr que tout le monde va vous dire « Ah, mais là, ça, c'est un bon objectif, qui est important. » Puis là, quelqu'un d'autre va dire « Ah, mais j'en ai un deuxième, j'en ai un troisième, j'en ai un quatrième. » Si vous regardez ici, vous êtes capable de retrouver plein d'articles qui vont vous reconfirmer tous ces éléments-là. C'est que le changement de contexte affecte votre performance. Fait que si vous travaillez sur une seule chose, bien, vous êtes efficace à 100 %. Si vous travaillez sur 2 choses, vous commencez à perdre de l'efficacité parce que quand vous allez changer de contexte, votre cerveau doit se remettre à jour. J'en étais où? Puis une manière de le démontrer puis de l'expliquer, demandez à quelqu'un d'écrire 8 courriels, mais de switcher de courriel aux 10 minutes. Ça va y prendre vraiment du temps à écrire ces 8 courriels, beaucoup plus que s'il écrit son premier, puis après ça, son deuxième, puis après ça, son troisième. Fait que faites attention de ne pas trop en mettre des objectifs parce qu'à un moment donné, vous allez perdre plus de temps à faire le changement de contexte qu'à travailler. Puis le chiffre magique, là, c'est quand on est rendu à 4. À 4, vous passez plus de temps à faire du context switch. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'effet Cobra? Levez la main si vous savez de quoi je parle. Je vais l'expliquer, je m'excuse. C'est un fait réel, c'est un fait historique. Vous pouvez le chercher et avoir vraiment tous les détails. Mais en Inde, à un moment donné, il y avait une problématique de cobras dans la ville. Il y en avait trop. Alors, la ville a dit « Parfait, on va régler ce problème-là. On va donner de l'argent aux gens qui nous ramènent des cobras, une récompense. » Ça a super bien marché au début. Le nombre de cobras s'est mis à diminuer. Mais à un moment donné, il s'est mis à remonter. Mais pourquoi il s'est mis à remonter? Parce que les gens se sont dit « Hey, moi, je pourrais être assis chez nous à élever une petite famille de cobras, là, puis aller me faire de l'argent tous les jours en allant porter les bébés. Mais c'est ça que je vais faire. » Mais on s'entend, là, des fois, il y a des familles qui s'échappaient. Fait que là, le nombre s'est mis à augmenter parce qu'il y avait plus de cobras dans la ville à cause de l'incitatif. Fait que l'effet Cobra, ce que ça vous dit, c'est attention à comment vous écrivez vos objectifs. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a certains nombres de compagnies au Québec qui ont un service à la clientèle plus ou moins agréable. Pensez à la compagnie que vous voulez, j'en dirai pas. Puis là, les gens de marketing disent « Hey, nos usagers nous disent qu'il faut réduire le temps d'attente avant qu'un intervenant réponde à un appel. » OK, parfait. Fait que là, il va être smart, mon objectif. Checkez bien ça. D'ici 6 mois, le délai d'attente de 98 % de nos usagers sera de moins de 2 minutes. Là, je suis smart à l'os. Qu'est-ce qui va se passer réellement? En plus, si vous mettez des bonus puis des éléments de performance monétaire, l'agent de service à la clientèle, là, il voit qu'il y a un appel en attente. Là. Il va faire 1 minute. Là, il n'est plus concentré sur son appel. Il est concentré sur le fait que le 2 minutes est en train d'avancer. Puis là, quand il va voir 1 minute 50, là, ça se peut bien qu'il close l'appel un petit peu plus vite pour passer à l'autre. Sinon, il va se mettre à mettre du monde en attente. Donc là, il va dire « Bonjour madame, je vous mets en attente, je vous reviens. » Puis là, il va continuer son premier appel. Puis là, le 3e appel rentre. « Bonjour, je vous mets en attente, je vous reviens. » Puis là, il va espérer que le premier va raccrocher, puis que le 2e aussi, pour qu'il puisse finir son premier. Mais ces stats vont être écœurantes. Hey, cet agent-là, c'est magique. Il répond à 100 % de ses appels en moins de 2 minutes. Mais on s'entend que la qualité du service est en train de dropper. Fait que quand vous êtes capable de trouver un moyen de contourner votre objectif, il n'est pas bon. Ce n'est pas un bon objectif à mettre dans votre plan de produit. Puis aidez-vous, entraidez-vous, trouvez les petits tannants, là, ceux qui étaient tannants en classe, là, puis demandez-leur « Hey, si tu essayais de me faire un mauvais coup, puis comme atteindre l'objectif sans faire la bonne affaire, serais-tu capable? » Mais s'il y a quelqu'un qui est capable de détruire votre objectif,
peut-être que vous devriez le changer. Fait que pensez à l'effet Cobra. Tout ça pour vous dire que l'effet Cobra, il faut y penser quand on écrit nos objectifs. C'était long, excusez, mais je trouvais ça important quand même. Est-ce que je me suis trompée dans l'effet Cobra? T'avais-tu d'autres informations à partager, toi? C'était bon? Super. On passe aux initiatives. Ça devient souvent la liste d'épicerie, de livrables que les gens vont mettre. Puis je l'ai déjà faite, là, aucun jugement. J'essaie de vous apporter un autre point de vue, mais je l'ai déjà faite, OK? Ce qui doit apparaître dans les initiatives, c'est les problèmes à résoudre. On essaie de résoudre les problèmes de nos clients, de nos utilisateurs internes, externes, peu importe dans quel domaine vous êtes. On essaie de résoudre les problèmes de nos usagers. On essaie de livrer de la valeur, de répondre à leurs besoins. Ça, c'est ce qui rentre dans les initiatives que vous placez dans votre plan de produit, qui vont vous aider à atteindre vos objectifs et éventuellement votre vision. Vous voyez, tout ça est rattaché. Ça s'appelle cascader le tout. Mais ça peut aussi être des embûches techno que vous avez. On peut prendre un exemple, Ricardo. Donc, moi, j'aime bien les recettes de Ricardo. Puis là, les usagers ont de la misère à trouver leur recette préférée. On va faire un favori. OK. Le marketing arrive avec ça. Vous dites, OK, on peut faire un favori, mais pourquoi on voudrait faire un favori? Bien, c'est parce que les usagers, ils ne retrouvent pas leur recette préférée. Donc là, OK. Mais vous autres, vous savez, mettons que l'engin de recherche, il est tout croche parce qu'il n'y a pas de métadonnées dans votre back-end. Fait que là, c'est-tu le favori vraiment qui va faire une différence ou c'est d'améliorer la qualité des données dans votre back-end pour que la recherche elle marche puis que le SEO fonctionne mieux? Tu sais, fait que, au lieu d'écrire favori, écrivez le pourquoi. Fait que, posez-vous la question. Fait que n'importe qui vous arrive avec une bonne idée, ça, parfait, c'est une bonne idée, c'est une belle solution. On essaie de répondre à quel problème? On essaie de répondre à quel besoin? Pourquoi on veut faire ça? Puis là, vous allez concentrer votre conversation vers les impacts plutôt que vers les livrables. Je ne l'ai pas écrit, mais je vais le dire. Outcome versus output. C'est là que ça fait toute la différence quand vous écrivez votre plan de produit, puis que ça laisse la créativité à l'équipe de trouver la solution, le livrable qui va permettre d'avoir l'impact. Si vous arrivez avec juste des livrables, le monde, ils vont exécuter. Ils ne vont pas se sentir concernés. Ils ne vont pas avoir le goût de vous suggérer d'autres choses parce que c'est comme le plan de produit est écrit, puis il est écrit qu'on livre un favori. Nous autres, on le sait que la recherche aurait plus d'impact, mais c'est le favori qui est écrit. Fait que vous voyez la nuance? Fait que quand vous écrivez vos initiatives, faites attention à concentrer sur les impacts plutôt que les livrables en vous posant la question « Pourquoi ce livrable? » Et quand je vous disais tantôt, là, gestion de communication, relation avec vos parties prenantes, vous sortez votre plan de produit, puis là vous dites « Mais quel impact on essaie d'avoir avec la feature? Comment est-ce qu'elle se rattache à ces objectifs-là et comment elle va nous aider à atteindre la vision? » Si la personne en avant de vous n'est pas capable de répondre à aucune des questions, bien, elle vient de se répondre elle-même dans le sens que c'était peut-être pas un bon feature. Les deux derniers, ce ne sera pas très long. Mais quand même, structure temporelle. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça vous est sûrement tous déjà arrivé. VP Finance là, ou quelqu'un en finance qui vous arrive et qui vous dit « Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Découpe-moi ça par mois, puis dis-moi comment ça va coûter. » OK. Ma réponse à ça, c'est je peux passer 2 mois à t'estimer ce que je vais mettre dans mon plan de produit, puis combien de temps ça va me prendre. Puis ces 2 mois-là, je ne le travaillerai pas. Mais si c'est ça que l'organisation a besoin, je peux le faire. J'ai déjà répondu ça à quelqu'un, puis elle a dit « Mais là, 2 mois, voyons. » Oui, mais si tu veux que je te donne un plan découpé par mois, ça va me prendre vraiment beaucoup de temps pour le faire, puis je vais quand même me planter, parce qu'on va découvrir des choses en cours de route. Mais on peut le faire. Dans un plan de produit, éloignez-vous le plus possible du détail, puis allez plutôt vers un genre maintenant, suivant, plus tard, now, next, later. À la limite, trimestre, ça peut faire bien du sens, tant que vos parties prenantes ne sont pas genre, bien là, le trimestre finissait le 30 juin, on est rendu le 2 juillet, et où ma feature? Là, t'es comme, wow, tu sais, c'est pas précis à ce point-là, un plan de produit. C'est les intentions, c'est mon plan stratégique. Est-ce que je suis capable, dans l'organisation, dans le plan stratégique, de dire que je vais avoir accompli ça à telle date? Pas nécessairement.
Fait essayez de garder la conversation sur un plus haut niveau. Ça devrait vous aider. C'est certain que dans certains contextes, vous allez me dire, ben ouais, mais moi, je fais une page dynamique sur le nombre de votes pendant les élections. OK, je suis d'accord, livrez pas ça le lendemain, ça ne sert plus à rien. Mais ce que ça veut dire, quand vous avez une date, c'est que finalement, ça tombe en priorité numéro 1, puis que le reste se retrouve moins prioritaire. Fait que s'il y a des dates partout, puis que vous n'êtes pas capable de tout faire, vous allez quand même être obligé de faire des choix. Soit diminuer le scope de ce que vous allez livrer, soit la qualité, ou devoir faire des choix. Donc, au niveau temporel, trimestre, mon préféré, maintenant, suivant plus tard, je peux comprendre que passer d'un plan détaillé demandé par la direction à un maintenant, plus tard, suivant plus tard, c'est pas toujours facile. Puis il y a aussi la question des fois que les gens disent, bien, c'est combien de temps, moi, maintenant, puis c'est combien de temps suivant, puis le plus tard, c'est-tu dans 6 mois ou dans 12 mois? Ça se peut que les gens vous posent ces questions-là. Essayez d'éviter le plus possible. Puis sinon, bien, répondez, bien, un maintenant, ça a des bonnes probabilités de se retrouver dans quelque chose comme décider le temps que vous voulez. Puis là, le suivant, bien là, le laps est plus large, c'est peut-être 3 à 9 mois. Puis là, je vous ramène sur le compte d'incertitude. Plus c'est loin, moins vous le savez, qu'est-ce qui va se passer. Plus vous êtes proche, plus vous le savez. Fait que vous êtes capable de jauger la réponse que vous allez donner. Sur celle-là, je ne vous aide pas bien, désolée. Finalement, la clause de non-responsabilité, c'est un gros mot, là, mais c'est la petite phrase que vous mettez pour vous protéger dans le bas de votre plan de produit qui dit que plein de choses peuvent changer. Le marché peut changer, ma capacité peut changer, il y a plein de choses qui peuvent arriver qui fait que le contexte extérieur change et qu'on va ajuster le plan de produit. Ça permet de faire une gestion des attentes. Puis quand vous présentez votre plan de produit puis que la phrase est écrite, là, il y a quelqu'un qui lève la main. Là, il dit « C'est quoi cette phrase-là? » Vous venez d'identifier une des parties prenantes avec qui il faut vous asseoir pour expliquer c'est quoi l'agilité. Ça vous donne un indice bien parlant. Parce que cette personne-là, si elle voit quelque chose puis que ça change de colonne ou de date, vous le savez qu'elle va réagir. Fait qu'elle y expliquer, on apprend des choses, puis on découvre des éléments, puis en cours de route, il y a des choses qui peuvent changer. Fait que, ne serait-ce que pour trouver qui que ça dérange, cette phrase-là, et à qui vous devez faire des interventions agiles, ça peut être pratique. Il nous reste les exemples. J'ai prévu du temps pour des questions. J'espère que vous allez en avoir. Je le sais que c'est un petit peu intimidant dans la salle, poser des questions, comparé aux petites salles au deuxième, mais c'est ce qui fait des fois la richesse d'une conférence. Fait que je vous montre mon exemple préféré. Il est vide. J'ai mis du lorem ipsum. Fait que vous identifiez la vision en haut, en plus gros. 1 ou 2 objectifs. Puis vous avez mon maintenant, suivant, plus tard, avec la phrase en bas. Dépendamment de votre organisation, vous pouvez faire une joke dans votre phrase aussi à la fin, dans votre attention. Ça fonctionne aussi. Fait que c'est mon modèle préféré. Vous voyez qu'il n'est pas nécessairement cute. Il fait juste mettre les éléments essentiels. Je me suis amusée à en remplir 2. Le premier sur Ricardo. Vous voyez qu'il y a un lien dans mes exemples. Alors, je suis allée fouiller sur le site web, puis j'ai essayé de le remplir en comprenant l'organisation. Manger ensemble, c'est pas mal ça leur vision. C'est très haut niveau, mais ça parle de la bouffe, puis ça parle du monde. Ça fait que ça donne une idée. Vision. Je me suis dit, proposer une expérience culinaire multiplateforme aux Canadiens et Canadiennes. Ça, ils l'avaient pas mal décrit, fait que je l'ai reformulé. On se dit, parfait, fait que là, on veut être pan-canadien, pas juste au Québec. OK. Puis ensuite, j'ai inventé 2 objectifs. Bon, là, le premier, je l'ai inventé pour moi parce que mon fils est allergique aux œufs. Fait que quand j'essaie de faire des muffins, c'est pas évident. Donc, objectif 1, faciliter la vie des personnes devant faire attention aux allergies alimentaires d'ici. Puis là, on pourrait mettre une date. Si j'avais voulu le mettre plus petit, j'aurais pu dire, tu sais, aux arachides, parce que c'est la plus répandue, puis la passer à l'autre, puis les œufs sont loin. Ça aurait pu marcher aussi. Le deuxième objectif, Ricardo, quand même, étant web, faisait ses revenus
basé sur du publicitaire. On sait tous que la valeur de la publicité diminue. Donc, diversifier nos revenus pour limiter la perte de valeur publicitaire sur le web d'ici 2 ans, de manière à ce qu'on ait une limite de 20 de nos revenus avec les pubs. C'est un long objectif, mais il est bien smart. Ça dit vraiment qu'est-ce qu'on essaie de faire. Fait qu'en fouillant sur le site, je me suis rendu compte qu'ils vendaient bien d'autres affaires. Ils ont même un service de traiteur, by the way. Je ne suis pas commanditée par Ricardo, OK? Fait qu'on pourrait y aller sur un maintenant. Intégrer les allergènes dans les métadonnées de nos recettes. Ce qui fait que quand quelqu'un va le googler, il va être capable de se faire référer chez nous. Puis quand il fait une recherche sur le site, il va pouvoir aussi identifier s'il y a absence ou présence d'allergènes. Identifier rapidement l'absence ou la présence d'allergènes dans les recettes. Fait que ça peut être du UX, UI. Ça peut être des filtres dans la recherche. Là, je vous donne tous les moyens que je peux prendre pour répondre à ça. Mais je n'ai pas mis des solutions potentielles. J'ai mis ce que ça va faire comme impact. Vous voyez la nuance. Suivant, permettre de filtrer. Bon, là, je suis allée un petit peu plus précis, mais je n'ai pas dit, genre, mettre des cases à cocher pour les allergènes non plus. Fait que ça vous donne un peu une idée de comment est-ce qu'on peut tourner les éléments. Fait que ça, c'était Ricardo. Maintenant, on s'en va à un autre qui est encore plus fun. OpenAI. Fait que je me suis amusée avec ChatGPT à lui demander c'est quoi la vision d'OpenAI. Il m'a donné la même réponse que sur son site web. J'étais comme, au moins, il est cohérent là-dessus pour lui-même. C'est cool. Il n'a pas été trop créatif. S'assurer que l'intelligence artificielle générique profite à toute l'humanité. C'est quand même cute. C'est une belle aspiration. Vision, elle est un petit peu plus longue. Je la trouve un peu longue. Mais en même temps, j'ai pris ce qui m'a sorti. T'sais. Réaliser un avenir où c'est l'artificial intelligence générique. Là, excusez, je l'ai comme pas traduit comme il faut. Est utilisé pour améliorer la vie humaine de manière significative en traitant les défis majeurs. Puis là, ils ont listé des enjeux majeurs. Ils ont listé des éléments de santé, des éléments d'environnement, tout en respectant les normes éthiques élevées et en minimisant les risques d'utilisation abusive. Fait que son défaut, c'est qu'elle est très longue. Je la trouve vraiment longue. Pas grand monde qui est capable de la réciter sans faire une faute. Puis là, les objectifs, là, je suis allée dans qu'est-ce qu'il me proposait. J'ai jasé avec lui. Fait qu'augmenter le taux de satisfaction des utilisateurs d'ici la fin de l'année prochaine et étendre l'accès au modèle en 10 nouvelles langues et cultures d'ici 2 ans, tout en garantissant 100 de conformité aux normes éthiques d'utilisation. Fait que vous voyez que j'ai mis l'éthique dans l'objectif et qu'elle était dans la vision. Faut qu'on reste cohérent. Là, j'ai été déçue par ChatGPT parce qu'il me donnait juste des solutions, même si je disais de me sortir ça en impact. Fait qu'il a fallu que je les travaille un petit peu plus. Améliorer la précision des réponses générées, corriger les points faibles du modèle actuel en termes de réponses incorrectes ou incohérentes. Fait que dans le fond, il me les a donné les idées, je les ai juste reformulées. C'est tout. Lui, il était comme, OK, trouver un système de rétroaction qui va faire une amélioration. Puis là, il était vraiment dans la solution, fait que je l'ai juste reviré. Fait que vous voyez, ça demande une certaine réflexion pour revirer les outputs en outcome ou les livrables en impact. Mais si vous prenez le temps, en vous demandant pourquoi on va faire ça, bien, c'est possible. Fait que ça, c'était 2 exemples remplis avec mon template préféré. Il y a aussi une autre belle source d'information que je trouve intéressante. Je ne sais pas si vous connaissez Roman Pichler. Il a des livres, des blogs, des vidéos, des balados et il propose ce qu'il appelle lui-même le Go Product Roadmap. Puis là, yes, merci. Où il vous propose un template que vous pouvez remplir. Il y a même une vidéo que vous pouvez écouter pour savoir quoi mettre où. Bon, là, vous allez me dire, c'est clair qu'il y a des défauts là-dedans avant de dire, mais oui, il a écrit le mot date. Bon, en partant. C'est sûr que si vous êtes dans une organisation où l'agilité est vraiment transversale, verticale, puis tout le monde le sait que si vous écrivez trimestre 2, ça se peut que ce soit trimestre 2 plus 4 sprints ou plus 1 sprint. Fait que, jusqu'à un certain point, ça peut fonctionner. Il y a aussi les features dans son template que j'aime un petit peu moins, mais la manière qu'il aborde, c'est les idées potentielles. Fait que si vous avez une certaine maturité dans votre organisation puis que vous êtes capable de lister des features potentielles sans que les gens prennent ça pour des engagements puis des promesses, bien, ça peut faire du sens. Ça dépend vraiment de la maturité de votre organisation. Puis, une chose que j'aime beaucoup, c'est qu'on a le gold puis le metric. Fait que c'est quoi l'objectif puis comment je vais le mesurer.
Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Fait que vous pouvez aller consulter son site. Je ne suis pas payée pour la publicité que je lui fais, mais il m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Je lui redonne donc en partageant son nom avec vous. Je vous montre aussi des templates que j'ai trouvés qui sont hyper visuels, parce que là, ce n'était pas nécessairement cute ce que je vous montrais. Je suis d'accord. Puis là, le défaut de ça, c'est qu'il n'y a pas la vision et les objectifs. Mais si vous cherchez une manière de le présenter, parce qu'au niveau marketing, c'est important chez vous, les gens sont sensibles au visuel, ou vous allez voir des clients avec ça, vous pouvez faire des roadmaps un petit peu plus visuels. Il y a aussi que si vous essayez d'avoir moins d'informations en profondeur, parce que vous parlez à des parties prenantes plus hautes, mettons que vous avez 7 niveaux hiérarchiques dans votre organisation, peut-être que votre plan de produit pour parler avec votre équipe, puis celui du 3e boss de votre boss, ce ne sera peut-être pas la même version. Fait que vous pouvez en faire le style pancarte, là, direction. C'est en haut à droite. Là. Lui peut être intéressant pour mettre un petit peu moins d'informations. Il y a aussi ceux-là qui peuvent être intéressants. Il n'y a pas tant de lignes de temps, il n'y a pas de time frame, à part que ça vous dit, selon on le fait, puis après ça, on fait lui, puis après ça, on fait lui. Puis là, vous pouvez utiliser l'analogie de la route. Voici la route que nous prendrons pour atteindre nos objectifs. Ça peut être intéressant pour du storytelling aussi, d'y aller là-dedans. Quand on a des roadblocks, des embûches sur notre route, vous pouvez même utiliser un visuel où vous mettez des roches au spot, où vous dites, il faut régler ça avant de pouvoir faire ça, puis avant de pouvoir faire ça. Fait que ça peut être intéressant d'y aller aussi avec ce type d'exemple visuel-là. Préparez vos questions, ça s'en vient. OK? Fait que je vous dirais, prendre une perspective où est-ce que votre plan de produit, c'est un peu le plan stratégique de votre produit. C'est vos intentions, c'est où est-ce que vous voulez aller. C'est visionnaire, c'est inspirant. Évidemment, vos objectifs doivent être smart, mais gardez en tête d'y aller sur l'impact que vous allez aller chercher en ayant une timeline pas trop stricte. Et un petit avertissement pour vous protéger, pour identifier qui que ça dérange, que ce ne soit pas fixe, pour pouvoir aller parler avec eux. C'est ma suggestion. Mais je sais que ce n'est pas dans tous les contextes que ça peut se vivre. Je vous avais parlé de références. Je vous en donne 3. Le Product Roadmap Relaunch, c'est celui-là qui avait mes 5 éléments que je vous ai montrés, que j'ai trouvé vraiment intéressants. À l'intérieur du livre, vous avez des exemples. C'est une compagnie de hausse à jardin. Il vous donne des exemples en le remplissant. Strategize, c'est celui de Roman Pichler. Il vous parle vraiment de stratégie produit. Puis à la fin, vous avez plan de produit. Fait qu'il est très intéressant pour la réflexion stratégique. Et Escaping the Building Trap. Ça, c'est au niveau, tu sais, qu'on fait des features, puis on fait des features, puis on fait des features, mais on ne se demande pas tout le temps pourquoi. Puis moi, quand je regarde des stats qui me disent que 80% des features livrées dans le monde sont peu ou pas utilisées, je me dis qu'on pourrait probablement prendre des meilleures décisions, puis peut-être sauver le monde pour de vrai. Et que je suis ouverte aux questions, si vous en avez. J'espère que vous en avez, s'il vous plaît. Oh, il y a quelqu'un qui se lève. C'est bon signe. All right. Salut Jessica. Allô. Moi, c'est Jean-François. Allô. Tantôt, tu parlais d'une clause de non-responsabilité. Je ne sais pas si ça clash avec moi ou si ça clash avec Agile, mais bref, c'est ce qui m'a fait plisser les sourcils le plus. Fait que je voulais en savoir plus. Pourquoi ça l'appartient dans ton template? Oui, parce qu'on est accountable puis qu'on prend la responsabilité de ce qu'on fait en agilité. Je comprends tout à fait d'où ce que tu viens. Merci pour ta question, je l'adore. Jean-François. C'est vrai qu'on est accountable de ce qu'on fait puis qu'on s'engage avec nos équipes à faire du mieux qu'on peut. Mais on n'est jamais en train de signer avec notre sang que tout va se passer comme le plan prévu. Puis ce que cette phrase veut dire, c'est que ça se peut qu'il y ait quelque chose qui est dans le suivant, qui se retrouve dans le maintenant, puis quelqu'un qui est dans le maintenant, qui se retrouve dans le suivant. C'est surtout ça que j'essaie d'amener avec cette phrase-là, de dire, tu sais, ça, là, c'est un plan. Puis, by the way, les plans, généralement, c'est à 100%
qu'on ne les complète pas tels qu'ils sont écrits. Si jamais vous complétez vos plans à 100% comme ils sont écrits, venez me voir, je veux vos trucs, vous allez peut-être devenir riche. Fait que la phrase n'est pas sur le fait genre « Ah, mais tu sais, on ne s'engage pas sur ce qu'on veut faire », c'est plutôt que le marché peut changer, les conditions peuvent changer. Puis ça se peut qu'on trouve que finalement, dans le suivant, le deuxième item, c'est une bien meilleure idée qui va avoir bien plus d'impact sur l'objectif 1 que ce qu'on a mis dans le maintenant, ou qu'on prend quelque chose dans le plus tard. Probablement que c'était le cas de Google quand ChatGPT est sorti. Tu sais, là, Gemini, là, il était pas mal plus loin probablement dans leur roadmap, puis ils ont fait « Tant qu'à pas être le premier, on va être au moins le deuxième. » Fait qu'ils l'ont mis sûrement dans le maintenant. T'sais. Fait que c'est surtout ça qu'elle veut dire la phrase, pas qu'on se responsabilise pas. Ça t'aide-tu? Ça m'aide. Alors, à part peut-être le critère temporel on pourrait rephraser la phrase pour dire bon, les choses vont pas arriver nécessairement à ce point-là. À part la dimension temporelle de ça, est-ce qu'il y a d'autres dimensions que cette phrase-là essaie de se protéger de? Bien, ça pourrait être aussi qu'on ne fera pas ça finalement. T'sais, mettons, bon, c'est un peu probable, là, mais je vais y aller sur mon exemple de Google. Mettons qu'ils se sont dit « Oh my God, OpenAI a sorti ChatGPT, là, puis on est comme... » C'était même pas dans notre champ de vision, ce qui n'était pas le cas. Mais tu sais, c'était même pas dans notre champ de vision. Fait que là, on est en train de choisir est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. On veut-tu être le meilleur deuxième ou on se dit qu'on va être meilleur dans d'autres choses? Fait que ça pourrait être des fois de rayer des trucs ou même d'enlever des objectifs. Cette phrase-là permet de faire aussi. Super, merci beaucoup. Hey, ça me fait vraiment plaisir. Puis j'aimerais vraiment ça avoir d'autres questions. Je vous rappelle, je travaille pour Allo Prof. On aime ça, les questions. C'est tout. Mais là, je vais me faire chicaner. Vous allez finir avant que la cloche sonne. Ah, il y en a une autre, yes! Je suis même prête à aller sur la slide qui s'y réfère. Allô? Allô? J'ai accroché sur le fait que tu avais des enfants, c'est que je vais poser ma question orientée là-dessus. C'est comment tu réponds à un stakeholder qui vient te demander un gros dinosaure que tu peux embarquer dessus, un gros maintenant et tout de suite? Ah, répète-moi ça. C'est comment tu réponds à un stakeholder qui te demande un dinosaure sur lequel il peut embarquer dessus, puis que c'est un gros maintenant et tout de suite? Je vais beaucoup lui demander le pourquoi. C'est OK, je t'entends. Tu as besoin d'un dinosaure, il faut que tu puisses t'asseoir dessus tout de suite. Explique-moi pourquoi tu as besoin d'un dinosaure. Est-ce que c'est parce que tu as besoin de t'asseoir? Est-ce que c'est parce que tu as besoin de quelque chose de gros? Est-ce que c'est parce que tu as besoin d'être en hauteur, puis là, une échelle ferait plus la job? T'sais? Fait que je vais vraiment essayer d'aller le root cause de la solution qu'il me donne pour essayer d'aller comprendre c'est quoi son besoin en dessous. Fait que je ne sais pas si vous connaissez les 5 ou les 7 pourquoi, là, dépendamment de ce que vous avez lu. Ben, tu sais, pourquoi? Quelle raison? Qu'est-ce que ça va donner comme bénéfice? Puis tu vas réussir à faire quoi? Puis quel impact ça va avoir? Je vais surtout y aller comme ça pour les questions. Puis mettons, tu sais, qui est comme très, très, très fermé, bien là, je vais vraiment me référer au plan de produit. Ça touche l'objectif 1 ou 2, ton dinosaure sur lequel tu peux t'asseoir. Puis ça nous aide à aller comment dans la vision? Puis là, mettons qu'il est encore vraiment obstiné, là, puis comme « Non, c'est ça, je peux! » OK, parfait, mais tu veux un dinosaure pour t'asseoir dessus. Mais là, moi, il va falloir que j'enlève l'avion de ton paquet de maintenant, là. Ben non, je veux l'avion aussi. OK, mais c'est parce que je ne peux pas inventer des capacités. Il faut faire un choix. Puis l'avion, c'est ton frère qui a veut. Je pousse loin dans ton analogie. J'ai 2 garçons. C'est ton frère qui a veut, là. Fait qu'on va aller voir ton frère, puis on va aller voir avec lui, c'est quoi les impacts et conséquences qui n'est pas son avion, comparé à toi pour avoir ton dinosaure. Fait que je vais utiliser le plan de produit aussi pour dire, mais qu'est-ce qu'on fera pas? C'est correct des fois de changer de direction. Peut-être que le dinosaure, c'est la meilleure idée du siècle. Puis il faut peut-être y aller all-in. Mais peut-être pas. Sauf que si, en partant, je vais juste dire, non, le dinosaure, il n'est pas sa liste, on le fera pas. On est peut-être en train de manquer une opportunité. Fait que je vais m'assurer de bien comprendre d'où vient son besoin parce que, 1, c'est peut-être l'affaire qui devrait être dans le maintenant pour vrai. 2, peut-être pas. Peut-être que je peux répondre à son besoin autrement. Si je dois te donner un cheval en attendant, ou un éléphant. Fait que je vais essayer d'aller regarder comment je peux essayer de répondre à son besoin, soit autrement. Puis sinon, vraiment, ben ça va être de tomber, OK, mais qu'est-ce qu'on fait? Quel changement on fait? On laisse-tu tomber l'objectif 2? On est-tu tous d'accord là-dessus? Est-ce que toutes les parties prenantes sont d'accord? Est-ce que stratégiquement, c'est le meilleur move de flusher l'objectif 2 pour rajouter un objectif 3 qui parle de préhistoire? Puis la réponse, c'est peut-être oui, ça se peut.
Est-ce que... Très bonne T'as-tu réponse. des enfants, toi aussi? Comment? Oui, j'en ai 2 aussi, filles et gars, c'est que la négociation, C'est pas facile. c'est un plan de projet aussi. C'est un skill. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez avoir des questions aussi imagées ou non, ça fonctionne. Il faut compter jusqu'à 7 dans sa tête quand on pose une question pour être sûr que personne n'a vraiment de questions. Bien, je vous remercie beaucoup. C'était super le fun d'être avec vous. J'ai adoré vos questions. Merci beaucoup, Jessica. Super intéressant. On a eu vraiment du beau contenu aujourd'hui. C'est loin d'être terminé parce qu'on a une super belle journée qui nous attend demain. Mais là, c'est le temps de festoyer. Vous avez un coupon pour une consommation que vous allez prendre, bien sûr, en bonne compagnie avec vos nouveaux amis agiles. Ça va se passer dans la salle 10, au second étage. J'ai très hâte de vous retrouver demain pour notre super journée. Je vous souhaite une magnifique soirée, tout le monde. Merci. À demain. Ciao, ciao.